Mais avant d'en parler avec nos deux invités, c'est un sujet dont on parle assez peu. Comment ces groupes de pression parviennent à influencer la rédaction des lois européennes, ces fameuses directives adoptées, entre autres par le Parlement? On estime qu'environ 3000 de ces groupes de pression travaillent à Bruxelles, ce qui représente environ 15 000 personnes, on les appelle donc les lobbyistes. En quelques années, Bruxelles est d'ailleurs devenue la deuxième ville au monde après Washington pour le nombre de lobbyistes. Tout de suite, je vous propose un extrait d'un documentaire réalisé par Friedrich Moser et Mathieu Lietard, consacré à ce business bruxellois. On va découvrir un député européen autrichien, Ernst Strasser, piégé en caméra cachée au moment où il se vante d'avoir été acheté par plusieurs lobbyistes. Ce député a d'ailleurs dû démissionner et il a été condamné à de la prison ferme pour corruption. Il existe une zone trouble où l'intérêt public, que les parlementaires sont censés défendre, et les intérêts privés ont tendance à se confondre. Une enquête menée par des journalistes avec une caméra cachée a permis d'exposer au grand jour certaines de ces activités. Le cas d'Ernst Strasser, leader des conservateurs autrichiens au Parlement européen, est certainement celui qui a fait le plus de bruit. A lobbyist is a lobbyist, yes. And the lobbyist has some special smell. I'm myself some. So we have to be very careful. And you know, Windows, Google, name it, Apple, AT&T, they are here and they lobby us and they have their lobbying companies here. Yeah. And it's really interesting how they act. Yes? It's really interesting. When you go there as an MEP, this is something, it opens the door in another way as you go in there as a lobbyist. My clients pay me for a year 100,000 euro, yes? I now have hopefully from tomorrow on 6 clients where I make such an advice. Strasser et 2 autres parlementaires européens, un Slovène et un Roumain, ont dû démissionner et font aujourd'hui l'objet de poursuites. And so I only have one chance to lie, yes? So I will be very, very careful on this because if you once lie, you're dead, yes? And I don't want to be. I want to build up my network and want to use it after my time as a champion. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les activités de ces 3 personnes étaient illégales parce qu'il s'agissait d'élus. Mais le principe même du lobbying, qui permet à certains groupes d'intérêt de peser sur les décisions prises à Bruxelles, est en revanche tout à fait légal, et depuis longtemps. Alors, avec nous en plateau pour parler de ce lobbying à Bruxelles, Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au départ, députée européenne centriste, ancienne ministre de l'Environnement, c'était le gouvernement Juppé, et vous siégez aujourd'hui à la commission du Parlement européen consacrée à l'environnement, à la santé publique et à la sécurité alimentaire. En face de vous, Martin Pigeon, vous êtes chercheur au CIO, c'est le Corporate Europe Observatory, c'est une association qui travaille à Bruxelles sur ces lobbies et si possible pour mieux les contrôler. Alors j'ai tout de suite une première question, on a parlé de chiffres de 15 000 personnes, plus de 3 000 groupes d'intérêt, de pression, ça vous semble réaliste? C'est très conservateur, c'est un chiffre qui date de la fin des années 90. Nombreux, ouais. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transparence réelle sur ce phénomène-là aujourd'hui, donc dans les estimations que nous donnons, ça va de 15 à 30 000 en réalité. Pourtant, ces groupes peuvent s'enregistrer, je crois, depuis 2008. Exactement. Et c'est en fait laisser. C'est obligatoire, mais ça ne l'est toujours pas. Donc c'est pas obligatoire. Donc les groupes, voilà, ils font ce qu'ils veulent en fait. Un peu. Ouais. Mais je vais vous dire, moi je veux bien qu'on parle des lobbyistes, mais mon problème c'est pas les lobbyistes, c'est les députés. Enfin, ça peut être aussi les fonctionnaires de la commission. Parce que pour les lobbyistes, le lobbying, c'est légitime. Je veux dire que le fait que des groupes d'intérêt viennent vous dire voilà tel impact que va avoir la législation sur mon business, c'est tout à fait normal. Ça, d'accord. Tout à fait normal. Et moi, j'entends cela, et puis ceux qui défendent les consommateurs, qui défendent l'environnement, qui défendent la santé, qui viennent me dire ce qu'ils ont à me dire. Ça fait partie de mon métier de parlementaire. Il y a des lobbies qui défendent le bien public, l'intérêt général. Il y en a qui défendent l'intérêt général, il y en a qui défendent leur business à eux. Déjà, il faut séparer l'un et l'autre, c'est pas pareil. Mais ce qui est grave, c'est les députés qui leur cèdent. Et encore plus grave, quand ils le font pour de l'argent. C'est ça le vrai problème. C'est la corruption. Sûr, mais c'est la corruption le problème. Soyons clairs, parlons des choses, donnons un nom aux choses. C'est le trafic d'influence et c'est la corruption qui a été relevée là pour 3 cas. Je pense qu'il y en a quelques autres.
Alors, Martin Pigeon, c'est quoi le problème? C'est la corruption ou c'est pas seulement la corruption? C'est aussi l'existence de ces groupes? Alors, pour moi, c'est le problème. Le problème vient du fait que l'influence est un marché et que donc sur un marché, les plus gros acteurs ont le plus de moyens et donc ont les moyens de se payer les meilleurs avocats, les meilleurs experts surtout, parce que ce que vous dites, Madame Lepage, est tout à fait exact. Tous les eurodéputés voient défiler dans leur bureau des lobbyistes toute l'année. Moi, mon problème, c'est que tous les eurodéputés vous disent « j'ai les moyens de trier le bon grain de livret dans les informations qu'on me donne ». Pour certains sujets, je pense que c'est vrai, mais si seulement c'était le cas, je pense que ce n'est pas le cas pour tout, en fait. Alors justement, Corinne Lepage, vous êtes député européen depuis longtemps. Comment ça se passe quand un lobbyiste vous approche? Racontez-nous un petit peu comment vous avez été approché par des lobbyistes, j'imagine, très souvent. Oui, on demande un rendez-vous, alors où c'est moi qui le reçois, ou ce sont mes assistants parlementaires. Ils viennent, ils disent ce qu'ils ont à dire, on prend des notes sur ce qu'ils nous disent. Je refuse les amendements, donc c'est même pas la peine d'arriver avec un amendement clé en main, je ne le prends pas. Parce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent partout dans le monde que parfois ces lobbyistes arrivent avec le texte de la loi écrit. Et ce qui est tout à fait, je dirais, à la limite risible, c'est quand vous voyez... Vous dites bien entendu, mais c'est quand même, ça peut être surprenant pour les gens qui nous écoutent. Bien sûr, je comprends tout à fait. Ce qui est risible, c'est quand on voit des collègues qui, à 15, reprennent le même amendement. Donc voilà, c'est quand même un peu gros. Qui était 15 fois distribué dans 15 bureaux différents. Mais ils n'ont aucun problème à le reconnaître. Il y en a même certains qui s'en vantent pour dire, mais regardez, cet amendement a été rédigé de façon extrêmement professionnelle par un avocat très compétent. C'est bien mieux que ce que moi-même j'aurais pu faire. Je suis ravi de relayer les intérêts de telle ou telle entreprise. Alors, essayez d'influencer les législateurs, finalement, celui qui vote les... Est-ce que ça fait partie du jeu démocratique? Est-ce que ça vous semble, dans tous les cas, illégitime ou nuisible? Pour moi, le jeu démocratique doit être défendu. Il doit être défendu avec de l'expertise qui est indépendante et il doit être défendu avec des règles d'éthique. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Comme l'exemple ici est très intéressant parce que on a effectivement affaire à un eurodéputé qui est en même temps avocat et qui en même temps considère qu'il peut vendre en fait sa capacité de vote. Il peut vendre son vote au plus offrant. La corruption. Ou du trafic d'influence, enfin vous êtes avocate, moi pas. C'est de la corruption et souvent ces lobbies, ces groupes d'intérêt, de pression ont des moyens financiers énormes. Oui, mais je crois qu'il faut distinguer deux choses, l'information et l'influence. Un député a besoin d'être informé. Nous ne sommes pas omniscients. Tout à fait. En revanche, nous n'avons pas à être influencés. Et je dirais que ce qui me conduit, moi, à repartir aux européennes sous une liste citoyenne, c'est précisément parce qu'au cours de ces 5 ans, parfois, je me suis sentie très seule. Et je me suis dit, s'il y avait des citoyens, comme tout un chacun, qui siégeaient dans l'hémicycle au lieu d'un certain nombre de députés, eh bien, les décisions qui seraient prises, elles seraient singulièrement différentes. Alors, pour l'instant, et je crois que c'est ça qui est important. Oui. Alors, dans quels sont les secteurs où ces lobbyistes sont les plus actifs? On peut peut-être citer la finance, le secteur de la finance, pour influencer les directives qui vont concerner en particulier le contrôle sur comment dirais-je, les abus de la finance, les excès de la finance. On les connaît, on en a beaucoup parlé sur TV5. L'industrie agroalimentaire, j'imagine aussi. L'industrie agroalimentaire, l'industrie énergétique, les pétroliers, tous les gaziers, ils viennent de se manifester il n'y a pas très longtemps. Effectivement, en fait, il n'existe aucun secteur d'activité qui ne soit pas représenté. L'industrie pharmaceutique évidemment. L'industrie automobile aussi. Automobile, mais tous, que ce soit les aliments pour chevaux, l'eau en bouteille, en passant par les centrales nucléaires. Enfin, sachant aussi, puisqu'on parle de centrales nucléaires, selon certains sujets, c'était notamment le cas pour la banque, il arrive que les diplomates nationaux se muent en lobbyistes pour le compte de la Banque nationale. On a vu par exemple des diplomates français, mais également anglais et allemands notamment, faire le siège en fait des bureaux des eurodéputés pour leur soumettre des amendements, etc. Donc quels sont les lobbies contre lesquels vous vous battez en ce moment les plus importants, vos dossiers du jour, on va dire? Alors moi, je travaille spécifiquement sur l'industrie agroalimentaire et particulièrement sur la politique d'indépendance de l'Agence de sécurité des aliments européenne, qui en fait dont les opinions scientifiques en fait sont la base de l'évaluation en fait des produits des risques en Europe, aussi, des risques. Oui, c'est très très important l'EFSA. Moi, j'ai passé 5 ans à me bagarrer contre l'EFSA. L'EFSA, donc c'est cette agence européenne de sécurité sanitaire qui n'a aucune culture correcte de la gestion des conflits d'intérêts, qui considère que c'est tout à fait normal d'être expert pour l'EFSA et en même temps d'appartenir à un organisme qui s'appelle l'ILSI, qui est en fait le lobby de l'agroalimentaire à Bruxelles, qui a une méthode sélective des études qui fait que celles qui vont dans le sens qui lui plaît, elle les prend, celles qui vont dans le sens qui lui plaît pas, c'est à la poubelle. C'est extrêmement dangereux parce que c'est ce qui ensuite sert d'expertise de base aux décisions que nous prenons. Et donc le travail que fait Martin Pigeon, c'est un travail vraiment
vraiment très important et nous sommes quelques députés, trop peu nombreux à mon avis, à le relayer. Là, on parle de la sécurité des aliments, on peut aussi parler d'automobile. Vous avez été confronté, je crois, au lobby du diesel, par exemple, en France. Au lobby du diesel, bien sûr, évidemment. Nous avons en France une surdiésélisation du parc. Nous ne respectons pas les règles communautaires. Et ces lobbies parviennent à influencer la législation parce que pas tellement au niveau communautaire, c'est surtout au niveau national. Parce que le niveau communautaire, non. Mais par exemple, l'industrie allemande a été extrêmement puissante il n'y a pas très longtemps sur les émissions du CO2. Exactement, du CO2 des véhicules. Madame Merkel a fait changer quasiment à la dernière minute un texte qui était voté. Mais au donc il n'y a pas seulement c'est quand même le Parlement européen qui a eu le dernier mot puisque c'est 95 grammes par kilomètre donc de CO2 qui est la norme pour 2020. Oui, mais ensuite on est dans de la codécision. Donc de toute façon, il faudra que le Conseil soit d'accord. Et c'était la première fois que l'Allemagne se permettait de rompre un accord passé en trilogue. Enfin, c'était très lourd. C'était très très loin. Hein. Donc ce qu'il faut bien comprendre, voyez-vous, c'est que il n'y a pas que les grands groupes. Parfois, les États se muent en lobby. La Pologne, par exemple, sur les gaz de schiste, qui nous a fait une danse du ventre absolument incroyable parce que la Pologne est favorable à l'exploitation du gaz de schiste. Sur le gaz de schiste. Alors, je voudrais rajouter un mot avant que nous nous séparions. Je voudrais pas que ceux qui nous écoutent pensent que c'est une bonne raison pour voter contre l'Europe. Oui, parce qu'une nouvelle fois, c'est l'Europe qui est montrée du doigt. Voilà. Alors, j'imagine tout à fait, notamment Madame Le Pen, qui n'a strictement rien fait pendant les 5 ans qui viennent de se passer au Parlement européen pour lutter contre les lobbies et les groupes les conflits d'intérêts, veniez dire, vous voyez, il faut bloquer cette Europe. Eh ben non. La réponse, c'est pas voter pour Madame Le Pen. La réponse, c'est de voter pour des gens dont on est certain qu'ils ne céderont pas au lobby, dont on est certain qu'ils défendront l'intérêt général, les consommateurs, les citoyens et pas les groupes d'intérêt. Est-ce que les lobbies sont plutôt mieux contrôlés justement au niveau européen qu'ils ne le sont au niveau national ? C'est difficile de répondre à ça. Le problème, c'est qu'au niveau européen, vous êtes dans une situation où il n'y a pas d'opinion publique pour faire contrepoids. Vous êtes dans une situation, en fait... Ma question autrement, est-ce qu'ils sont plus influents aujourd'hui que par le passé ? À quel niveau ? Au niveau européen ou au niveau européen. Au niveau européen. Disons qu'aujourd'hui, ils sont plus lisibles. Et c'est un problème aussi. C'est-à-dire que pour nous, il y a une vraie banalisation de cette activité-là. Alors que pour moi, ce n'est pas une activité banale. Un lobbyiste a de l'influence sur la législation. Personne ne les lit. C'est le fond du problème. Et il ne cherche pas l'intérêt général. C'est surtout ça le problème. Il ne cherche pas l'intérêt général, il cherche l'intérêt de son business. Et nous, députés, nous ne sommes pas là pour défendre un business, nous sommes là pour trouver la meilleure solution dans l'intérêt général. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais il y a aussi un autre acteur de ce lobbying, c'est la presse, qui parfois elle-même, les médias, sont partie prenante aussi. Bien sûr. Parfois sans le savoir d'ailleurs. Parfois de cette influence de la communication, aujourd'hui, il faut le reconnaître. Il faut aussi balayer dans notre porte. Les donneurs d'ordre, il y a des sujets qu'il vaut mieux pas aborder dans la presse parce que telle entreprise est un grand... Ou au contraire, faire utiliser la presse pour aborder tel ou tel sujet. Les deux, l'un et l'autre, ça va dans les deux sens. Mais voilà, je crois que surtout ne pas considérer qu'il faut condamner l'Europe à cause de ça, considérer qu'il faut la changer. Merci Corinne Lepage, merci Martin Pigeon d'avoir été l'invité de 64 minutes. Merci beaucoup.